Au moment où le cours de l'or explose, un article qui fait grand bruit vient de paraître dans Challenge. Cet article explique que plutôt que d'augmenter les impôts ou de réduire les dépenses, il existe un autre moyen de redresser les finances publiques françaises, vendre quelques tonnes d'or appartenant à la France. Alors sont-ils en train de préparer l'opinion publique à une nouvelle vente massive d'or comme ce fut le cas entre 2004 et 2009 sous Nicolas Sarkozy? C'est fort probable, surtout quand on voit que les articles sur cette question ces dernières semaines se multiplient. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire secrète de l'or français, comment on l'a obtenu, comment on s'est battu pour le garder et surtout pourquoi est-il menacé aujourd'hui. La France, il faut le savoir, fait partie du top 5 des pays qui disposent le plus d'or au monde. Malgré la trahison honteuse de Nicolas Sarkozy, qui a vendu plus de 600 tonnes d'or français entre 2004 et 2009, j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur cette question, il nous reste aujourd'hui 2437 tonnes d'or devant la Chine et la Russie. Mais cet or, on ne l'a pas trouvé sous un tapis. On l'a construit patiemment au fil des siècles, par le commerce, un peu par la guerre, mais surtout par des achats massifs pendant la période qu'on appelle de l'étalon d'or. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'étalon d'or? L'étalon d'or, c'est un système où chaque billet avait une valeur directement liée à l'or. Contrairement à l'euro, qui est une véritable monnaie de singe, le franc à l'époque valait réellement quelque chose. En théorie, vous pouviez donc aller à la Banque de France et échanger votre billet contre un morceau d'or associé à votre billet. Donc, pour garantir la puissance de sa monnaie, la France a acheté massivement de l'or. Résultat, à la fin du 19e siècle, la France possédait un trésor colossal et tout cela, elle le gardait dans un lieu mythique, presque mystique, la souterraine. La souterraine, c'est le coffre géant de la Banque de France enfoui sous plus de 28 mètres de profondeur situé près de la place du Palais Royal à Paris. Sous cet innocent terrain vague se dissimule au beau milieu de Paris, façonnée dans l'acier et le béton, la plus gigantesque mine d'or de notre monde contemporain. L'entrée nous est désignée par une porte large et massive. Le portail blindé paraît lourd de menaces. Au milieu du couloir, le regard se heurte à un mur d'acier immobile. Brusquement, le mur se déplace, glissant sur le côté, puis recule. La visite se poursuit dans le tunnel rectangulaire ouvert par magie dans la muraille d'acier. Vous qui rêvez d'entrer ici, toute idée d'effraction ou de violence achoppe sur ce rempart. Au nombre de 7 sont les cercles du paradis et de l'enfer de Dante, et les caves de la Banque de France en comptent peut-être plus encore. Nous traversons un labyrinthe de couloirs, illuminés comme en plein jour, d'une blancheur et d'une propreté de sanatorium. Où nous mènent maintenant nos pas? Et tout à coup, nous voilà devant une salle immense où tiendrait une église. Un théâtre dont le plafond est supporté par des centaines de colonnes de ciment. Nous avons atteint le cœur de notre monde économique, l'épicentre des ondes invisibles qui ébranlent les marchés, les bourses, les banques. C'est là que se trouve l'or de la terre. Mais ce trésor extraordinaire, il attire rapidement les convoitises et ouvre l'appétit du voisin allemand. Quand la guerre éclate, l'objectif de la Wehrmacht et du ministère de l'économie du Reich est clair. S'emparer de l'or français pour financer la guerre et asseoir la domination monétaire de l'Allemagne sur le continent européen. Mais quand les troupes entrent dans Paris en 1940, surprise, le coffre est vide. Les Allemands sont furieux. Ils découvrent que la Banque de France a organisé une évacuation secrète commencée dès septembre 1939. Hitler est informé que les trésors français s'est volatilisé et dès la mise en place du régime de Vichy, les Allemands exigent des comptes. Ils soupçonnent le gouvernement français d'avoir transféré l'or à Londres ou à Washington. Berlin fait pression sur le maréchal Pétain et sur le gouverneur de la Banque de France, Yves Bréard de Boissinger, pour connaître la destination exacte des lingots. Mais il est trop tard. La quasi-totalité de l'or français a été transférée au Canada, aux États-Unis et vers les colonies d'Afrique. En 1941, près de 70% de l'or monétaire mondial s'est ainsi retrouvé sur le sol américain. Mais alors que la France vient d'arracher in extremis des pattes des nazis son or, un autre danger se profile à l'horizon.
Comme je l'ai dit, quand la France est envahie, une bonne partie de son or dort à New York. Les Américains à ce moment-là jouent le rôle de gardiens du trésor mondial. Ils conservent l'or de beaucoup de pays du monde et deviennent de fait les banquiers de la planète. Mais très vite, ils vont transformer ce rôle de gardien en position dominante. En 1944, un an avant la fin de la guerre, les grandes puissances se réunissent à Bretton Woods, aux États-Unis, pour refonder le système monétaire mondial de l'après-guerre. L'objectif officiel est de stabiliser les monnaies et d'éviter une nouvelle crise comme celle de 1929. Mais dans les faits, ce système donne un pouvoir gigantesque aux États-Unis qui menace très vite la souveraineté économique française. Avec les accords de Bretton Woods, le franc directement convertible en or, c'est terminé. Désormais, toutes les monnaies du monde sont indexées sur le dollar, qui lui est indexé sur l'or. Autrement dit, si vous voulez de l'or, vous devez d'abord acheter du dollar. Et là, le piège se referme. Les États-Unis peuvent imprimer autant de dollars qu'ils le souhaitent, et ils ne s'en privent pas, ils financent leurs guerres, leurs importations, leurs bases militaires grâce au dollar, tandis que les autres pays qui veulent obtenir ces mêmes dollars doivent, eux, donner des biens réels en contrepartie. Une domination monétaire absolue. Mais ils continuent de nous le promettre. Nous pourrons toujours échanger le dollar contre de l'or. Et même si les États-Unis impriment plus de dollars qu'il n'y a d'or en réalité, alors chiche, De Gaulle décide de ne pas les croire sur parole, mais de convertir le dollar en or comme l'y autorisent les accords de Bretton Woods. Entre 1958 et 1963, plusieurs pays, dont la France, la Suisse et le Pays-Bas, demandent régulièrement à échanger leur dollar contre de l'or auprès du Trésor américain. Au début, tout se passe sans problème. Les États-Unis veulent montrer qu'ils respectent les règles. De cette manière, nos réserves d'or nationales explosent. On passe ainsi de 581 millions à plus de 3,2 milliards de dollars en or sur la même période. Mais à partir de 1964, tout change. Les Américains repoussent volontairement les transactions, ils multiplient les formalités, discutent des montants, bref, font tout pour dissuader les pays de convertir le dollar en or. Et d'ailleurs, ils font passer le message. Réclamer une conversion du dollar en or ? Mais ça ne se fait pas entre amis. De Gaulle ne s'y était pas trompé. Les États-Unis ont bien abusé de leur pouvoir exorbitant, au point où les réserves planquées à Fort Knox seraient insuffisantes pour rembourser en or l'intégralité des dollars en circulation dans le monde. Un bras de fer silencieux va donc s'instaurer et en 1965, De Gaulle décide de taper du poing sur la table. Ils ne veulent pas tenir leur parole? On ne va pas leur laisser le choix. Ils réquisitionnent la marine en la remplissant de rien de moins que 150 millions de dollars papier américains, direction New York pour obtenir la conversion en or promise. Le message est clair. Nous voulons notre or, pas votre papier. Le monde entier les regarde. Les États-Unis n'ont pas le choix, sinon à avouer immédiatement que la promesse de Bretton Woods était un mensonge. Ils cèdent et la marine française repart avec les tonnes d'or arrachées in extremis. Une image puissante, presque cinématographique. À Washington, c'est la fureur. La presse américaine se moque, l'appelle Goldfinger, en référence au méchant Goldfinger obsédé par l'or de Fort Knox. De Gaulle a été surnommé à l'époque par la presse américaine Goldfinger. Ah Goldfinger, oui, le héros de James Bond qui voulait faire sauter Fort Knox. Parce qu'il a vidé, rien que la France, a vidé une partie des réserves d'or américaines. Ce qui montre d'ailleurs le mensonge sur lequel était fondée la fiduciarité du dollar. Oui, parce qu'il était plus gagé sur une quantité d'or importante. Il était gagé sur une quantité d'or qu'on ne connaît pas, mais on évalue à la politique française un tiers de la baisse des réserves d'or des États-Unis. Donc là, la peur a changé de camp à un moment donné. Mais derrière la moquerie, la panique est réelle. Que faire si les autres pays réclament leur or physique également ? Si tout le monde se rend compte de la supercherie, cela pourrait sonner la fin de l'hégémonie du dollar. Et surtout, ça pourrait réinstaurer l'or comme monnaie d'échange internationale, comme l'appelle de ses vœux De Gaulle depuis des années. Face à la fuite d'or, Nixon décide de tout stopper. Le 15 août 1971, il annonce officiellement la fin de la convertibilité du dollar en or. Le dollar devient une monnaie purement fiduciaire, c'est-à-dire avec plus aucun lien avec l'or. Et son secrétaire au Trésor résume la situation avec une phrase restée célèbre: « Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème ». De Gaulle avait donc raison depuis le début et sans sa persévérance, nous n'aurions certainement jamais revu notre or.
Aujourd'hui, 20 ans après la honteuse trahison de Nicolas Sarkozy, un vent glacial souffle à nouveau sur les coffres de la Banque de France. Les mêmes arguments, les mêmes justifications technocratiques, les mêmes mots creux reviennent. Moderniser la gestion des réserves, optimiser le rendement, mobiliser un actif dormant. Derrière les belles phrases, on parle donc de lourder encore une fois le patrimoine national et ce, contre tout ce que nous a appris l'histoire et l'exemple du général de Gaulle. Mais depuis 1999, la France n'a plus sa propre monnaie. Comme vous le savez, nous sommes passés à l'euro. Une monnaie totalement artificielle qu'on appelle une monnaie fiduciaire pure. Pure car elle n'est absolument pas basée sur l'or, mais purement sur la confiance qu'elle suscite. Mais voilà une question que les gens qui soutiennent cette volonté de vendre de l'or ne se posent jamais. Si jamais demain le château de cartes s'effondre et qu'entre-temps nous avons vendu toute ou partie de notre or, avec quoi pourrions-nous recréer une monnaie nationale crédible ? Cet or représente donc aujourd'hui bien plus qu'un actif tangible et réel, il représente notre porte de sortie en cas de crise. Tant que la France garde son or, elle garde une arme secrète, celle de pouvoir s'extirper de ce système. Mais si nous vendons, nous nous condamnons à vivre et à mourir dans ce système. Je parle évidemment du système inflationniste américain. Celui qui est né en 1971 quand Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Depuis, les monnaies du monde ne reposent plus sur la réalité, mais sur la dette et la planche à billets. Un système où les États-Unis peuvent créer autant d'argent qu'ils veulent, pendant que les autres nations, nous compris, subissons l'inflation. Autrement dit, en vendant notre or, nous remettons définitivement les clés de notre avenir à Washington. Nous perdons non seulement notre trésor, mais nous perdons aussi la possibilité de pouvoir nous libérer un jour. Et quand l'euro vacillera, car évidemment il vacillera car il ne repose sur rien, la France n'aura plus qu'à tendre la main à ceux qui auront su garder leur or. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. D'autres vidéos arrivent très bientôt.